Rabelais d'avril, 30 fois Rabelais, 1, 2, on attaque les 3, et on continue dans l'ordre, Pantagruel, les épouvantables... Attendez, je me rappelle jamais. Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par maître Alcofribas Nazier. On les vend à Lyon à la maison de Claude Noury, dit le prince, près Notre-Dame de Confort. On le suit pour l'instant dans l'ordre sur 4 semaines. On a le temps de voir tranquillement les 4 livres. Alors, ce qui fascine aussi, c'est comment, dans ce livre, Rabelais utilise sa propre biographie. Mais ce sera tout le temps, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il est totalement moderne aussi, qui vous apprend la langue d'abord, mais pour charger la langue, et que la langue vous étripe littéralement. C'est soi-même qu'on met à disposition. Alors qui c'était? Né près de Chinon, son père avocat, famille moyenne, mais lui c'est le 3e, il appelle ça les trop disseux. Ah, on peut pas partager trop l'héritage, tu dégages. On le met à Angers, dans un couvent qui s'appelle les Baumettes. Longtemps, ça a été la prison d'Angers. Moi j'étais à l'école d'ingénieur aux arts et métiers, c'était un couvent exactement, une ancienne abbaye, exactement pareil. Ça commençait un petit peu à me travailler là, les croisements, Rabelais. Il reste là, on pense jusqu'à 16-17 ans. Il finit par obtenir la liberté, partir chez les franciscains. Il va à Fontenay-le-Comte. Là, ça y est, c'est chez moi. L'Hermenot, un château qui existe toujours, où il y a des choses très miraculeuses. Pour moi, je suis beaucoup plus dans Rabelais quand je fais à l'Hermenot que quasiment à la Devinière, où il n'a jamais mis les pieds. Mais nous, on va y aller, attention, dans ces vidéos, à la Devinière. Et vous verrez qu'on y est bien reçu à la Devinière. Et là, c'est un seigneur puissant, Geoffroy d'Estissac, qui possède une abbaye juste à côté, l'abbaye de Maizet. Allez-y, on vous montrera le cachot de Rabelais, sauf que probablement, il n'y a jamais dormi. Mais il possède aussi une abbaye à Poitiers. Poitiers, c'est une ville universitaire. Et tout d'un coup, là, ça change. Ligugé. Et là, en devenant le précepteur des enfants de ce Geoffroy d'Estissac, eh bien, Rabelais, probablement, quand il a 22, 23, 24 ans, découvre enfin ce que c'est de visiter, marcher, entendre, voir les gens, arpenter tout ce Poitou, probablement là aussi son truc à Paris. Et puis, à un moment donné, ben, justement, comment il y va à Montpellier? Eh bien, on prend une barque à Maizet qui vous emmène à La Rochelle. À La Rochelle, on prend un bateau de mer qui vous emmène à Bordeaux. Et puis, de Bordeaux, là, on va descendre à pied par Toulouse. Et puis là, il arrive à Montpellier où il va se faire sa soutenance de médecine. Ben, Pantagruel va faire le même voyage. Et puis, bien, une fois à Montpellier, Lyon, et puis on va remonter à Paris. Paris, la capitale politique. Il va passer par Orléans. Et là, sortant d'Orléans, pour moi, il y a ce nœud totalement fondamental de la compréhension de Rabelais et de l'entrée de Rabelais dans sa propre langue. Là, j'explique un peu pourquoi, mais à la limite, c'est ça qu'on va faire 30 fois. Moi, je vous lis et démerdez-vous du paquet. Je vous ferai un post-scriptum. Comment Pantagruel rencontra un Limousin qui contrefaisait le langage français. Quelques jours que Pantagruel, se promenant après souper avec les compagnons par la porte dont l'on va à Paris, il rencontra un écolier, tout geôlier, qui venait par celui chemin, et après qu'ils se furent salués, lui demanda « Mon ami, d'où viens-tu à cette heure ?» L'écolier lui répondit « De l'Almaclite et célèbre académie que l'on vocite Lutèce. »« Qu'est-ce à dire ?» dit Pantagruel à un de ces gens. « C'est, répondit-il, de Paris. »« Tu viens donc de Paris, dit-il. À quoi passez-vous le temps, vous autres étudiants, au dit Paris ?» Répondit l'écolier. Nous transfétons, là c'est quoi, nos dilucules et crépuscules. Nous déambulons par les compites et quadriviers de l'urbe. Nous despumons la verbocination latien. Et comme vérissimile amande abonde, captons la bénévolence de l'omnijuge, omniforme, omnigène, sexe féminin. Certaines diécules, nous avisons les lupanards de Champ-Gaillard, de Mâcon, de Cul-de-Sac, de Bourbon, de Hulieu. Et en extase vénérique, inculquons nos vérettes et pénétissimes recesses des de ces méritricules habicabilissimes, puis coponisant aux tabernes méritoires de la pomme de pin, de la madeleine, de la mule, belle spatule vervicine, perforamirée de pétrophile, et si par
Fort de fortune, il y a rarité ou pénurie de pécune en nos marsupiés, et soyez exustés de métal ferrugine, pour l'esco, nous dimitons nos codices et vêtés opinierés, peuvent-on les tabellières à venir des pénates et l'art patriotique. À quoi Pantagruel dit? Quel diable de langage est ceci? Pardieu, tu es quelque hérétique? Seigneur, non, dit l'escolier, car libantissimante d'esqu'il illucès, quelques minutiles lèches de jour, je dénigre en un de ces temps bien architectes monstiers, et là me hirorant de bello lustral, grignote d'un tronçon de quelques mystiques précations de nos sacrificules, et submerveillant mes précules horaires, élu et absterge mon anime de ces inquinam nocturnes, je révère les olympicoles, je vénère latrialement le supernel astripotent, je dis, je réclame mes proximes, je serve les prescrits décalogiques, et selon la facultatule de mes vires, n'en discède le latte unigucule. Bien et vériforme que, à cause que Mémone ne supergugite point en mélocule, je suis quelque peu rare et lent à superroger les élémosines à ces égènes caritant leur stipe hostialement. Bon, dit Pantagruel, qu'est-ce que veut dire ce folle? Je crois qu'il nous forge ici quelque langage diabolique qu'il nous charme comme enchanteur. À quoi dit un de ces gens? Seigneur, sans nul doute ce galant veut contrefaire la langue des Parisiens, mais il ne fait qu'écorcher le latin, et quid ainsi pindarisé. Il lui semble bien qu'il est quelque grand orateur en français, parce qu'il dédaigne l'usance commun de parler. Quoi, dit Pantagruel? Est-il vrai? L'écolier répondit « Seigneur, mon génie n'est point apte net à ce que ce phlogistiose nébulon pour escorier la cuticule de notre vernacule gallique, mais vice-versement je gnave au père, et par vels et rames je me hénite de le locuplété de la redondance latinicome. » Pardieu, dit Pantagruel, je vous apprendrai à parler. Mais devant, réponds-moi, dont es-tu? À quoi, dit l'écolier? L'origine primève de mes aves et ataves, vu indigène des régions lémoviques, où régiesse le corpore de l'agiotate Saint-Martial. Entends bien, dit Pantagruel. Tu es limousin pour tout potage, et tu veux ici contrefaire le Parisien? Oh, reviens ça que je te donne un tour de pigny. Oh, le prix à la gorge, disant, tu écorches le latin pour Saint-Jean, je te ferai écorcher le renard, car je t'écorcherai tout vif. Alors commença le pauvre Limousin à dire « Vé, dicou, gentilâtre, oh, Saint-Marceau, adieu d'ami, oh, le sac, oh, nom de Dieu, n'aime tout qu'à grou !» À quoi dit Pantagruel? « À cette heure parles-tu naturellement ?» Et ainsi le laissa, car le pauvre Limousin se conchiait toutes ces choses, qui étaient faites à queue de merlu, non à plein fond, dont dit Pantagruel, c'est un tarin, c'est un talipantin, corne mis de bas, quelle civette, au diable soit le machrave, tant il pue. Alors, j'avais dit, post-scriptum, ces histoires de latin, le mot béret, par exemple, béret basque, l'insigne du français avec la baguette et le camembert et le litre de rouge, le mot, le béret, c'est un objet qui devient de basque à français vers 1537, un peu après le Gargantua, le Pantagruel. Et on invente le mot béretus, on invente un mot latin pour désigner chose nouvelle. Donc, on n'est pas encore sorti de cette affaire-là. Mais quand Rabelais fabrique son mime du latin avec ce truc, bien tout d'un coup, on a tout un bouquet de mots totalement neufs. Le mot architecte, le mot extase, le mot... Alors, dilucule et crépuscule, crépuscule, on l'a gardé, dilucule, on l'a laissé. Mais on a un bouquet d'inventions, tant bien un architecte monstier, qui forme tout d'un coup notre capacité, avec une langue qui commence juste à émerger du latin, à se saisir de ce qui l'entoure et à nommer. Alors, est-ce que Rabelais pouvait comprendre la leçon? Mais il la comprend à la fin, mais il la comprend
Bizarrement, parce qu'il prend l'étudiant limousin et on l'écorche. C'est-à-dire que précisément la langue qui énonce cette folie, eh bien, on la liquide dans celui qui l'énonce lui-même. Pantagruel, qui est censé représenter la raison, qui est censé représenter la Renaissance et l'humanité, etc. Bah, finalement, c'est un gros bousin capable de faire violence tranquillement sur un autre, jusqu'à le faire chier dans ces choses qui étaient à queue de merlus, les pantalons qui s'ouvrent par les deux côtés, et non à plein fond, c'est-à-dire les trucs qu'on ferme en passant par une bande en dessous. La jambe, on a toutes ces précisions. Alors, c'est ça. Là, on était dans le 3. Qu'est-ce qu'on va voir? Peut-être pas demain le 4, mais juste après, avec Panurge, eh bien, c'est que Rabelais dit « Waouh, ce qu'on peut faire quand la langue surgit de cet inconnu fou ». Et donc, est-ce que je peux changer de camp? Est-ce que je peux établir mon livre, non plus depuis Pantagruel, mais trouver quelqu'un qui, comme l'étudiant limousin, sera capable de non-sens, et qui, dans ce non-sens, va faire émerger la foi. Et c'est pour ça que nous, après le numéro 3, on va faire le numéro 4. À demain, si vous voulez bien. Bonsoir. Ou bon matin, je ne sais pas encore si je vais mettre ça en ligne le matin ou soir. Peut-être bonne journée de 1532, tous ensemble.